tous. Donc le sujet de cette conférence est donc réaliser, on va essayer de comprendre comment réaliser l'audit d'une application web ou mobile. Alors on peut se poser la question pourquoi on a envie de faire un audit d'une application. Vous avez peut-être déjà été confronté à des utilisateurs qui étaient mécontents d'une application, voire même décrier une application qui ne fonctionne pas comme prévu, qui commence à devenir un petit peu obsolète au niveau des technologies, plus de ressources, c'est-à-dire soit plus de ressources financières, plus de personnes pour maintenir une application, alors que cette application, elle est toujours utilisée, elle est quelquefois toute une production peut même dépendre d'une application. Donc voilà, donc il y a plein de raisons pour se dire à un moment donné je dois auditer une application parce que j'ai généralement des problèmes. Il y a un autre cas de figure où on peut aussi faire des audits, c'est lorsque on veut reprendre une application existante, un prestataire veut reprendre une application réalisée par notre prestataire ou une équipe en interne, ou bien aussi lorsqu'on essaie de racheter peut-être une solution existante, on peut commander un audit pour cette raison. Alors je suis Anthony Zanetti, je suis cofondateur de la société Axiocode et directeur technique. Je réalise aussi donc des audits d'applications web et mobiles. On a développé une petite méthodologie pour faire des audits assez pragmatiques que je vais essayer de vous présenter en 30 minutes, ce qui est un petit challenge. Alors rapidement, je vais passer toutes ces étapes pour vous expliquer les différentes étapes d'un audit. Alors on n'est pas obligé, bien sûr, selon l'audit, on n'est pas obligé de faire absolument tout se dérouler. Quelquefois, on connaît déjà certains problèmes, mais on va peut-être plus se focaliser peut-être sur la technique, peut-être plus sur le fonctionnel. Ça va dépendre l'audit et les problèmes que vous allez rencontrer sur les premières interviews avec votre client, par exemple, qui a commandé un audit ou en interne. Alors, la première étape va consister à analyser la complétude fonctionnelle. Donc, on va essayer de déterminer déjà quelles sont toutes les fonctionnalités clés et métiers de l'application. On va savoir si les fonctionnalités répondent toujours aux besoins, que les bonnes pratiques sont respectées. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Et puis, on va aussi regarder les demandes d'évolution. Alors, les demandes d'évolution, lorsque vous avez une application, ça peut être un bug tracker, ça peut être tout outil de gestion où vous référencez les problèmes de l'application, les demandes d'évolution, et on va juger si ces demandes-là sont prises en charge rapidement par l'équipe de développement, que ce soit le prestataire ou en interne. Donc à la fin de cette partie, vous devez obtenir, voilà, c'est un exemple de tableau où on va lister les fonctionnalités métiers, et puis on va avoir différents critères. Par exemple, l'importance ou la criticité d'une fonctionnalité métier par rapport au métier, bien entendu, de l'entreprise, la complexité de cette fonctionnalité, si elle est correctement spécifiée, c'est-à-dire est-ce que déjà les spécifications fonctionnelles, le cahier des charges qui décrit cette fonctionnalité-là existe toujours, est-ce qu'il est à jour par rapport à ce que la fonctionnalité fait, est-ce que cette fonctionnalité est couverte par des tests, et est-ce que une documentation est aussi à jour. Donc là, vous avez déjà, rien qu'en dressant ce listing-là, vous savez déjà où ça pêche au niveau fonctionnel dans votre application et ce qu'il faudra faire attention ou corriger. Après, forcément, on a un inventaire technologique à faire. On va essayer de déterminer déjà tous les composants applicatifs. Alors, quand je parle de composants applicatifs, peut-être que vous ne le savez pas, mais certains d'entre vous le savent déjà. On a généralement, si je prends une application mobile, c'est une partie finalement d'un ensemble, d'un système. On va avoir une API pour communiquer avec la base de données, on va avoir un serveur, on va avoir différentes choses. Donc c'est tout ça, tous les composants applicatifs. Ces composants applicatifs utilisent ce qu'on appelle nous des composants techniques, des frameworks, des choses comme ça qui vont être utilisés. Donc on va essayer de vérifier les versions de ces composants techniques. Soit vous avez l'information, alors vous avez souvent l'information chez les éditeurs de ces composants. C'est jamais la même façon de présenter les différentes versions d'un éditeur à un autre, donc il n'y a pas une façon particulière. Donc à vous d'aller
chercher les versions de vos composants et techniques, vérifier quelle est la dernière version chez l'éditeur, vérifier si cette version-là, il y a ce qu'on appelle une garantie de support long, c'est-à-dire que l'éditeur garantit que cette version, je vais la maintenir techniquement, je vais corriger les problèmes, les failles pendant une certaine durée, 2-3 ans selon les éditeurs. Ça va vous rassurer sur le fait de pouvoir passer à une version supérieure parce que c'est toujours maintenu par l'éditeur. Donc ça, c'est ce que je disais. Donc vous essayez de dresser en fait une petite cartographie des différents composants et leurs versions. Alors on parle d'un audit. Donc l'audit, c'est une photo à un instant T au moment de l'audit, d'accord. On n'essaie pas de juger à ce moment-là encore. On essaie simplement de rassembler le maximum d'informations qu'on a. Voilà, j'ai une application, il y a un front en Angular, il y a un back-end en Symfony, il y a une application build en Xamarin, une base de données, etc. J'essaie d'être le plus exhaustif possible sur les composants essentiels et leur version pour après me faire une idée sur l'obsolescence de ces technologies. Alors bien entendu, on a des ressources humaines qui vont graviter autour de notre application web ou mobile, à la fois des compétences métiers en entreprise. Je fais une application, par exemple une gestion commerciale. Je vais peut-être avoir un comptable, un commercial qui va faire partie des utilisateurs qui autour de l'équipe projet, bien sûr technique, des développeurs, des sysadmins, enfin qui sont autour du projet. Donc on va chercher à savoir les compétences nécessaires autour de l'application et est-ce que ces compétences et combien j'ai besoin de compétences pour mon application pour qu'elle tourne correctement, pour avoir les bonnes réponses. Peut-être que j'ai besoin d'un développeur à plein temps, j'ai besoin d'un comptable quelques fois dans l'année, mais j'ai besoin de certaines compétences et on va chercher à savoir si ces compétences-là existent toujours. Hein, quelquefois, et quelquefois c'est peu dire, les compétences ne sont plus là. On a une application, le développeur est parti, on a fait un développement en interne, le développeur est parti ailleurs, on ne l'a pas remplacé, mais l'application elle tourne toujours. S'il y a un problème, comment on fait? Qui va faire la maintenance de l'application? Là, on va avoir quelque chose qui doit s'allumer lorsqu'on va faire l'audit. Il ne faut pas aussi hésiter à lister les ressources externes, c'est-à-dire que quand c'est un prestataire qui vous fait la maintenance ou le développement de votre application web ou mobile, cherchez aussi à savoir les compétences des personnes qui travaillent sur le projet afin de les lister aussi pendant l'audit. Donc voilà, tout simplement, c'est des choses très simples, hein, très pragmatiques. Vous avez votre équipe projet avec une fonction, et puis des compétences métiers et techniques requises, et de là, vous pouvez déduire de, voilà, j'ai besoin de tant de compétences dans tel domaine, est-ce que j'ai ces compétences-là dans mon équipe projet? Sinon, il y a forcément un problème au niveau de l'application qui peut survenir. Je vais assez vite, hein, mais il y a beaucoup de choses à dire. L'évaluation de l'obsolescence des technologies, on a vu tout à l'heure qu'on a fait l'inventaire. Donc maintenant, il s'agit de savoir si ces technologies-là ont une probabilité d'obsolescence, quelle est leur probabilité d'obsolescence, l'impact que ça va avoir qu'une technologie devienne obsolète, est-ce qu'il y a un impact et un risque pour l'application, pour l'entreprise en général, parce que si c'est une application qui gère par exemple une production, si des composants deviennent obsolètes et ne fonctionnent plus sur un système, ça peut mettre en péril toute une production. Donc on va regarder ce risque. Tout ça va nous déterminer quelle technologie à mettre à jour en priorité. Donc par exemple, ici c'est un exemple, on va définir des facteurs, différents facteurs pour mesurer justement la probabilité d'obsolescence. Ici, c'est des exemples, des facteurs sur l'écosystème autour de la technologie et des facteurs techniques. Par exemple, l'éditeur de la technologie, on va essayer de donner une note sur l'éditeur de la technologie. Si c'est un éditeur qui est très fiable, on va lui mettre par exemple une note de 1 ou 2, 3. Et puis, si c'est une start-up, on ne sait pas trop l'avenir de cette société, c'est une nouvelle société, c'est une technologie super sympa, mais voilà, on n'est pas sûr que l'entreprise va rester 10 ans encore, voilà, on ne sait pas trop. Donc, on va monter cette note. Pareil, on va regarder la communauté des développeurs autour de la technologie. Voilà, différents critères, différents facteurs qu'on va noter. Et au final, on va avoir un niveau de probabilité d'obsolescence. Là, on voit dans cet exemple-là qu'on a entre guillemets une mauvaise note. Déjà à partir de 6, on commence à s'inquiéter sur le framework Symfony 2.8, qui est un framework cette version-là est obsolète aujourd'hui. Et Debian 6. Voilà, on voit que PHP 5.6 s'en sort encore, mais il y a quand même des risques
à venir. Donc on a un niveau global. Et ça, comme je disais, on met en regard avec l'impact. Là, par exemple, si on prend Debian 6, qui est un système d'exploitation où installer votre base de données ou votre application, eh bien, c'est plus maintenu actuellement par l'éditeur. Donc plus de mise à jour de sécurité, donc le risque est assez élevé. Donc quand on va multiplier avec l'impact, on va voir que vraiment il y a des priorités à upgrader le système d'exploitation. Donc voilà, donc là je viens de parler un petit peu de ça. Voilà, on va regarder les probabilités les plus élevées. Forcément, on va regarder aussi nos compétences disponibles, parce qu'on parlait tout à l'heure de compétences, de ressources humaines. Bah, si vous avez perdu des compétences au sein de votre entreprise, ça va être difficile aussi de mettre à jour ces technologies. D'accord ? Donc après, il faut vous faire aider aussi dans ce cas-là. Et puis aussi la facilité ou la rapidité. Certaines technologies vont se mettre rapidement à jour, d'autres, il va falloir peut-être réécrire des choses. Donc ça, c'est à mesurer aussi pendant l'audit. Un point important, forcément, pas d'application sans code source. Donc là, pour le coup, on va plutôt utiliser d'abord des outils d'analyse de code. Je donne quelques exemples après, qui vont nous aider à trouver à la fois des mauvaises pratiques, à la fois des bugs potentiels dans le code source et ce qu'on appelle la dette technique. Je vais en parler un petit peu après. Donc ça va nous donner une photo du code source, de sa qualité, et puis aussi dépister les failles de sécurité avec d'autres outils qui vont scanner votre application pour y trouver des failles. C'est assez fastidieux à faire quand on le fait à la main, c'est pour ça qu'on sait d'outils à ce niveau-là. Tout ce que j'ai dit avant, on peut le faire sans outils. Il n'y a pas besoin d'outils pour faire ce que j'ai dit avant. Par contre là, quand il y a beaucoup de code, quand il y a beaucoup d'applications, on va plutôt utiliser des outils et après vérifier ce que l'outil rapporte, parce que forcément des fois il y a des faux positifs, et donc on va essayer de voir et de cibler après les choses importantes à modifier. Donc là par exemple, un exemple, j'ai cité quelques outils. Ça, c'est des captures d'écran de l'outil SonarCube qui permet, voilà, donc ça c'est une petite application, hein, il va nous dire 103 bugs potentiels. Donc lui, il décide que ce code-là, ce morceau de code, il y a potentiellement un bug parce que peut-être, je sais pas, il n'y a pas une condition qui est respectée ou des choses comme ça. Et ça va nous donner, voilà, ici 1 jour et 2 heures, c'est une petite application, 1 jour et 2 heures de dette technique. Ce qu'il faut regarder, c'est à chaque endroit où il a débusqué un problème, il va lui donner en fait ce qu'on appelle un effort de remédiation. Ici, c'est 10 minutes. Donc, l'outil SonarCube considère que le changement de code plus tout ce qui va graviter autour, hein, c'est-à-dire le test, etc., ça va demander 10 minutes. Et en fait, on cumule tous ces efforts de remédiation pour lui donner une dette technique. Alors bien entendu, l'idée c'est de corriger toute la dette technique. Ici, il n'y a pas grand-chose, mais on se retrouve avec des applications, des fois avec des centaines de jours de dette technique. Donc l'idée, c'est pas de passer 100 jours à réduire la dette, mais c'est lorsque on va modifier l'application au fur et à mesure, on va essayer de réduire un petit peu la dette et surtout ne pas la faire augmenter, c'est ça qui est le plus important. Bien sûr, on va se focaliser peut-être sur des problèmes de sécurité. Il y a différentes catégories de dette technique et de problèmes. Voilà, donc on a une note de fiabilité. Là, ici, c'est E, donc c'est pas bon. Sécurité et puis maintenabilité, qui est aussi là, pour le coup, qui va parce qu'on a un A. Donc ici, on peut se dire, oh, cette application, attention, elle n'est pas très fiable, il y a potentiellement beaucoup de bugs. Ce pas forcément des bugs qui sont apparus en production, mais c'est potentiellement des bugs qui peuvent apparaître un jour parce que le code ne respecte pas certaines bonnes pratiques. Après, on a toute la partie sécurité. Souvent, les outils s'appuient sur ce qu'on appelle le top 10, qui est les 10 risques les plus critiques sur les applications web en général. Donc voilà, des défauts d'injection, des problèmes d'authentification, l'exposition de données sensibles, enfin 10 critères. Donc le plus important, c'est le A1, le moins important A10, ou ce qu'on rencontre le plus, où il y a le plus d'impact. Hein, c'est le top 10 classe, si vous voulez, différents risques par rapport aussi à leur impact, etc. Donc un défaut d'injection, injecter du code SQL, ce qu'on appelle l'injection SQL, où on peut récupérer toutes les données d'une base de données, c'est un risque très 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 élevé. Voilà. Comparé à l'insuffisance de journalisation et de surveillance, qui n'est pas un risque, qui est un des 10 risques les plus élevés, mais le moins des 10. On va chercher aussi à évaluer la couverture des tests. Alors, quand je parle de tests, je parle à la fois
de tests unitaires, donc ça c'est du code, et de tests fonctionnels. Quand on fait la première étape sur la complétude fonctionnelle, on cherche à savoir, si vous avez été attentif, on cherche à savoir si une fonctionnalité est couverte par des tests fonctionnels. D'accord? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe un plan de test qui dit comment tester telle fonctionnalité? Et est-ce que ce plan de test est toujours à jour? Voilà. Par contre, s'il n'y a pas du tout de plan de test, pas de test fonctionnel automatisé, pas de test unitaire, ben forcément, l'audit doit le relever. Voilà, on essaye d'automatiser les tests le plus possible. Donc on va regarder ça et bien sûr qu'ils sont exécutés au bon moment. On va regarder aussi la documentation plutôt utilisateur, le processus de développement. Voilà, est-ce que les bonnes pratiques sont respectées par l'équipe de développement? Est-ce qu'il y a des revues de code qui sont faites régulièrement? Est-ce qu'il y a des outils d'intégration continue? Quel est le process? On va analyser tout ça pour se faire une idée de comment le développement se passe. Voilà. Quand il n'y a plus d'équipe de développeurs, quand il n'y a plus personne dans l'entreprise qui gère l'application, c'est facile à auditer parce qu'il n'y a plus personne. Donc là, il n'y a même pas de processus de développement. Déploiement, on parle aussi des environnements. Est-ce qu'il y a un environnement de recettes? Est-ce qu'il y a un environnement d'intégration par rapport à la production? Ou alors est-ce qu'il n'y a que la production et quand on déploie une évolution, un correctif, on le déploie directement en production? Donc là, ça c'est des mauvais points forcément. Alors je parlais tout à l'heure des critères qui nous font décider à faire un audit. Ça peut être le rachat d'une application par exemple. Donc là, on va aussi regarder la valeur la valeur financière d'une application. On va regarder aussi le ratio qu'il y a entre le coût de la maintenance et justement sa valeur. Est-ce que financièrement, ça vaut toujours le coût de faire de la maintenance sur une application qui a très peu de valeur financière? C'est-à-dire que c'est plus trop un asset pour l'entreprise parce que ça coûte trop cher de maintenir l'application. Quelquefois, ça arrive. Et puis, on va chercher à chiffrer aussi le coût d'une réalisation si on remplaçait totalement l'application ou alors si on la fait juste évoluer. Donc pour ça, ici c'est des exemples, on va essayer de savoir combien par exemple a coûté le développement, là tout en haut, combien coûte la maintenance. On va regarder année par année justement combien a coûté le développement la première année, combien a coûté la maintenance, etc. Et puis après on va essayer de faire... on va essayer sur 3 ans, on va dire voilà, l'application perd de sa valeur toutes les années. On fait une simple règle comme ça pour voir au bout du bout quelle est la valeur. Et puis après, on va se dire, voilà, si je redéveloppe l'application ISO fonctionnalité, c'est-à-dire je reprends exactement les mêmes fonctionnalités parce que j'ai pas envie justement de faire évoluer l'application, c'est trop compliqué de mettre à jour les composants techniques, etc. J'ai plus de développeurs, donc je vais prendre un prestataire, je vais lui demander un devis, je lui dis tiens, tu me fais exactement la même chose que tu vois. Alors c'est pas comme ça que ça se passe généralement, mais voilà. Et on peut comparer, donc ben voilà, ça va nous coûter 66 000 € de refaire l'application telle qu'elle existe. Et ici, on a un exemple où on va la remplacer, mais on rajoute aussi une fonctionnalité, d'accord? Et puis on va essayer, donc on change finalement ce qu'elle fait. Donc on va comparer ça et on va le comparer forcément aussi au total de la valeur de l'application. De là, on va avoir quelques chiffres, on va juger, ok, est-ce que c'est plus intéressant de la refaire ou de la maintenir. Alors vraiment, l'indicateur, c'est que si une application coûte très cher à maintenir, il y a vraiment un problème au niveau de l'application. Hein, c'est souvent, soit les fonctionnalités ne sont pas maîtrisées par l'équipe qui va faire les évolutions et ça prend toujours trop de temps et donc de l'argent pour faire les évolutions. Il y a forcément un problème qui va, s'il y a une technologie qui est plus à jour et que c'est compliqué à chaque fois de faire du développement dessus, voilà, il faut penser à autre chose. Donc voilà, merci. Je peux répondre à quelques questions. Je veux juste dire aussi que sur le choix stratégique de remplacer. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est souvent des entreprises, au bout de 3-4 ans, elles ont fait un développement et au bout de 3-4 ans, ça ne fonctionne plus comme prévu. Il y a plein de problèmes dans l'application ou il y a des problèmes de ressources. La solution de facilité, c'est de dire on va remplacer. On va trouver un prestataire, il va nous faire un devis, puis on va remplacer. C'est généralement un réflexe, mais ce n'est pas la bonne stratégie.
La bonne stratégie, c'est faire un audit, voir qu'est-ce qui ne va pas dans l'application. Et puis, on peut moderniser progressivement l'application. On n'est pas obligé on peut faire quelque chose à côté. On peut faire monter des fonctionnalités sur un autre système en parallèle de votre application, tout en gardant quand même une homogénéité entre les deux applications, parce que derrière, il y a peut-être une base de données avec un historique. Donc, on va pouvoir moderniser pas à pas jusqu'à finalement que l'ancienne application disparaisse. Donc, c'est notre stratégie. C'est pas oublier d'ailleurs, vous avez des utilisateurs qui déjà utilisent l'application. Et quand vous faites un Big Bang, c'est généralement pas bon non plus pour les utilisateurs. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous leur dites, bah voilà, ça c'est la nouvelle application, vous perdez les utilisateurs. Donc il y a vraiment aussi ce côté-là, parce que même s'ils se plaignent de l'application, ils ont l'habitude de l'utiliser, et quelquefois changer l'application totalement, c'est aussi un autre problème. Voilà. Donc il faut aller progressivement, ça c'est plutôt notre credo, c'est moderniser pas à pas, plutôt que de faire un Big Bang et de remplacer, on va dire, une application complète. Voilà.